Correct. Il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Avant d'adopter l'ordre du jour, je pense que le CIO a une addition. Je sais qu'à la réunion du Conseil, ne faisons pas d'addition, mais dans ce cas, c'est un facteur de temps à Mario de la route, si vous êtes tous d'accord. So, peut-être tu peux en parler. Merci. Ça sera dans la session à huis clos, 12.5, bylaw numéro 9, Peace, Order, Mischief and Nuisances. Alors, je vais demander à router ça à l'ordre du jour, s'il vous plaît. So, êtes-vous tous d'accord avec ça? So, ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Daniel, appuyé par Russell, tous en faveur, indiquant disant oui. Contre, motion adoptée. Y a-t-il des items sur l'agenda qui pourraient vous mettre en conflit d'intérêt? Sinon, alors la présentation 3.1, presentations 3.1, John Ferguson. So, you ready to make your presentation? And maybe introduce your partner, because it's not on my agenda. This is David Waters. He's with the District of Lunenburg Economic Development Manager. Correct. And Dave has been working with the community on their internet concerns as well. There's been really 4 municipalities that have administrative staff sort of doing work in the community. A lot of surveys have been done to date, and we merged our meetings just around December, January of this year, and it's taken on a little bit more of an intelligent approach from the information that we received, and I'll get into that in a minute. But what started this process, and I'll speak from Annapolis County's perspective, is we had 36 community economic development meetings and 6 strategic plan meetings in the last year and a half. Rural internet connectivity was the #1 issue that the citizens basically expressed concerns at every meeting. So with that, council instructed me to work with the province, work with the Premier's office. There were cell phone issues and internet connectivity issues, and directed me to do so. With that, we just sort of hit the ground running, so to speak, just to figure out exactly how to get your head around this issue. And in that process, we decided to issue an expression of interest on our own in Annapolis County. And what that did was we received 8 responses from 8 different very reputable companies, one from the U.S. actually, and we asked very key strategic questions in the expression of interest process, and it gave us a good understanding of what the problem is and what the potential solutions are, and there are definitely short-term and long-term solutions. What we really found out, though, is that in order for any of this to occur, there has to be what's called a backbone, and it's just a figure of speech in the internet industry that you have to have a base of internet capacity. And in order to have that backbone, then there's different solutions that can extend from that backbone system. Okay? And so when we looked at a plan on how we would connect rural communities, when we looked at Nova Scotia, and we're all familiar with our area of the province, we've been meeting with Chester, District of Lunenburg, Queens, Annapolis County, your folks here in Clare, Digby, and possibly Shelburne. They attended one of the first meetings. So in order to create a backbone, you either have to have a loop or a linear connection, basically fiber. And in order to do that, there has to be redundancy built into the system so that it works. All right? So that if one part of it is blocked up, internet traffic is able to get through in another section. The economies of scale, with all the companies that we spoke to, just one municipality taking it on doesn't really create the core backbone economy of scale. So with that, what we found was that we believe that there's a very viable solution to the general backbone
development, and we think it's going to be cost effective. It's not something that I think would scare people. I think there's a business case for it based on what we received in the expression of interest. Where the problem occurs is that when you build off that backbone, I'll just say a loop around our area on the map, when you build off that backbone and you start having systemic reach, another figure of speech they use is called mid-mile, and that's off the backbone. And there's a little less business case for that mid-mile, but there's still business cases. And each community will have their different areas, because none of the communities are the same. And then the last piece is really what they refer to the last mile, and it's another figure of speech, and that's typically that person that is in the middle of nowhere, or is behind a cliff, or is surrounded by trees, and can't have internet access. And so the farther out you get, the more expensive it is, the less the business case exists. So in our discussions with solutions, one of the American companies is a satellite company, and they don't work for government. They want to work with other companies that provide internet service. Keep in mind, this is a private sector area typically, but they're interested in coming up here. This satellite company actually is not what you typically would consider how a satellite company works. They would drop a module, and they would have the ability to beam by wireless connection to 100 homes, and they can guarantee 10 down, 4 up megabytes, which is typically faster than anything that you would see in rural Nova Scotia today. He also has called and said that he has capacity to buy more backbone to his system and offer 40 gigabytes down and 10 up. Megabytes down, 10 up. He calls himself a short-term solution, but he wants to work with other companies. And I'm going to get back to why that's an important point in this process. What we're doing now is, this is hard to see, so I'll explain. We're drafting an intermunicipal agreement with other municipalities, but the key feature of this intermunicipal agreement is the accountability process that has to be in place. And we've basically conducted most of our work on creating the accountability of how we would move forward. The reason why I say that is that in order for an expression of interest and a request for proposal to be submitted by all of us, we have to come together on that process. That expression of, I'll call it a request for a proposal, even though it is an expression of interest request for proposal. I'll explain why it's that, but I'll call it a request for proposal for the sake of shortening the term. That request for a proposal has to come back to a select group representing the municipalities, and it has to be in a coordinated fashion. Okay? The expression of interest will be put out. The companies will respond. They'll be asked to even team up with other companies on the solution. When they come back, they're going to give their best, put their best foot forward on telling us what the design build would be. We will then select the top 1, 2, or 3, and then we'll ask them to do a detailed design build. Okay? And it's a unique term in building a system like this, because you're always designing it and building as you go along. So a design build process, if they're doing that much detail, we're going to have to put money on the table for the companies at that second phase to do the design build. When we do that, we believe they'll put their best foot forward. We may not necessarily own that information. If we want to purchase it, we may have to offer other money in the event that they don't get the contract. There's no guarantee when you put your bid in that you'll get it. Okay? So the successful person that's chosen out of that, or the successful company, then will have to do work on the core process, right? And that's going to have to come down to very stringent costs and detail. It should be a stipulated fixed price on that core product that's being produced. As it relates to, and that's where the communities would come together on what that core product would look like. And that could be anything from the municipalities being involved in guaranteeing loans, giving grants, working with the provincial government or the federal government on their programs. We're not sure what it'll be. But
from what we've experienced in our expression of interest, we think it's going to be very affordable for the municipalities and for the end users as it relates to that process. So in that phase of the design build, that's just the core piece. Each community has its different issues. So we're designing this contract to also work in phases. So each community negotiates exactly what they want, and we're writing into the contract, in the intermunicipal agreement, in the expression of interest, that if the scope is not approved and agreed to and defined, and the work is done, they're on their own. And in some cases, they may want to be on their own. It's written that way as well because it's private sector. They may see a business case and go in that direction. But the stipulated price and scope has to be defined by each community of what they want. So it's geared to match the community's needs. And frankly, the provincial government and the federal government really don't know what our community needs are. And to a certain extent, we don't know what they all are either, right? But that piece has to be worked out and figured out. And so it's designed this way so that if we're going to provide grants, such as maybe gas tax or federal dollars or provincial dollars on the middle mile or the last mile, it's based on the fact that there's a very little business case for it to occur, and that's why we're putting the investment. The more to the core, it should be more geared to having a business case. So that's how the intermunicipal agreement's being drafted. It's with our legal counsel as of today. We're given very stringent processes to follow. And what we're doing in that process is we're also very specifically asking the province to have a clear role here. We want the province to provide the project management, and that project management will have to be bondable to each municipality. They'll have to take out insurance in the name of each municipality. They'll also have to consider providing financial expertise as it relates to any piece of the borrowing, any piece of a grant that would require statutory declarations, progress payments, anything like that that would have to be checked off. All these pieces would have to be implemented first before any money is released, before any guarantees are made in the process, to protect the municipalities and the public money in the process. And we're also asking, we'll be asking for legal support as well as we move to different phases of the project. So that part, that project management piece, that financial management piece, and that legal piece is not something that the municipalities have to shoulder. And we're putting the fiduciary responsibility into those people that will be working for us to make sure that they protect the interests of each community as we move forward. That's how that's being designed. So also, even though you may or you may not enter into a municipal agreement, that's your decision. If you do, and the corporation is created, even with the RFP process, you can get out. We're going to write it so that any municipality that chooses not to proceed, they can get out. Okay, it's if you're comfortable, you can proceed. All right, and we're writing it that way, and also because we're not sure what each community will want to do or when, or what the short-term solution will be, or what the long-term solution will be. That all has to be decided. But the other piece, and I'm getting down here to the fourth white block. You can't see it, but it's we need to determine the need through the community engagement and promote progress of the rural internet project. So the whole idea here is to, when we engage with the communities, we want to have a promotional piece. We're asking for help there as well, help on the promotion, help on the civic engagement, so that communities know where we are in the process, they know what we're analyzing in the process, and we're engaging the citizens accordingly and letting them know through the proper media channels where we are throughout the process. So that's the plan. The province just announced in just outside of Bridgewater, Tuesday? Monday. Baker's Settlement, that they have responded to, first of all, the requests that we've put forward. They are developing a project management team that will be in place by September. We are in the process of getting our documents ready. We're hoping within 2 weeks that we can distribute
and everybody can take a look at how they could possibly fit into this document and to the process, and creating readiness, because when the federal government announces how it will unfold its funding, and it's not been determined as of yet, we'll be ready to sort of put our shoulder to the wheel in that regard. So that's how we're looking to make this roll out. We've looked at this stem to stern. We're open to any suggestion of any new approach, but right now the design build approach gives the flexibility that we need to have with working with private sector. It gives us the ability to access provincial and federal support, and it also gives us the ability to negotiate what our citizens want. And that's why we're setting it up that way. And I hope I wasn't too wordy in the description, but it's a complex project to explain, but we're putting all those pieces together to make sure that the accountability and proper management of the project is in place. That's basically the presentation. So, any questions? Baba? Thanks for the presentation. I think this is I congratulate you on the work you've done so far. I think this is a good step in the right direction. A few years ago, we had a project that was started. I think it was the mayor of Bridgetown who was the key person on it to get us some fiber wire down here, fiber optic wire, which we still use, I guess. Yeah. When that project was being developed, Eastlink eventually ended up taking it over. But there was question of dark fiber that was already existent, that was part of maritime tell-and-tells. Is that backbone still in existence? Is it being overutilized, underutilized? Where is that now? That fiber is still in existence. Actually, the county apparently had owned the fiber originally, and they ended up selling it to, I believe, Eastlink. Yeah. You're correct. And but that wasn't the same. The dark fiber was part of maritime tell-and-tell. There was another co-op, I think, created at the time that created another dark fiber. Yes, that's correct. Well, I stand to be corrected, but I think the co-op one, the ones that the municipalities did, is the one that Eastlink took over. But the one that was already in existence, that was beyond the financial capability of local people to use, was the one that was known by, I might have the wrong company term now, but I keep going back to MT&T. They didn't have the money to light it up. And that was still there. Is that, maybe I'm an unfair question, but whether or not that's still available, or if it could be made available, or... It's a great question, and it's really in the private sector realm. If somebody can negotiate to use that and work it into the system, then I think there's an opportunity there. I think fiber has to be the backbone of the system, and there's different companies that make fiber now. There's different systems now, and a variety of different solutions that weren't here 10, 15 years ago. But in all those cases, you still need the post. You still need the existing infrastructure that's there that you have to pay to wrap around or come on. That's right. The other point that I was thinking when you were making your presentation is what happens to companies like Eastlink or Mainland or Maritime Tell-and-Tell, or all the companies that are already part of the problem, if not solution now, are already in play, but might not be doing exactly what we want. Can they be worked in, or do they have to come in again? Do they have to, if we go forward with this project, they have to submit again? Well, when we look at, because it's a design build, typically you'll see teams being created in the design build because there's not a one company solution. And I think it would be very wise for companies to team up. And I think that cooperation, the goal here is to really to meet the needs of citizens. They want a business case and they want to meet the needs of a customer. We want to meet the needs of citizens. So that's our objective. And if they want to be a part of our process, that needs to be their goal as well. So I think we're going to very much encourage companies to team up. There's not going to be one basic solution in this entire network. There's going to be multiple solutions implemented in order to solve the problem. Which brings me to my last question, if I may, and it's this, I'm talking about the satellite and modules. Yeah.
So that would be a beam me up, beam down thing, satellite connected module that would come and do that would put in the community that could do up to 100 connections. Yeah, this gentleman, he has two systems. One is it's a module that can beam to 100 homes. It can give 100 homes the bandwidth speed that I told you. He also has one that goes to 6 homes. Do and he can give the same same speed. Do you know the circumference or the area that around each module that covers? Is that meant for dense population, dense housing, or is it for rural? Does it work in rural? Like, would it work on? Yes, it would work. He believes, looking, and he's been here. He believes that he absolutely is a short-term solution for a lot of our needs. And he said, you know what? I'm a short-term solution, and I've been a short-term solution in some places for 17 years. He really he sees his product as being very progressive. I'm very much interested by your proposal. I think it's the right way to go. That we all band together and work together. What's going to be the interesting phase, I think, is to get to an agreement that works for, I don't know, Kingston, Middleton, and also for Church Point. Yeah. You know, because having the larger communities involved gives us economies of scale. That's right. But then you have to have opt-in, opt-out, so you don't want just the large one to stay in or all the other ones to go. So to come to the right intermunicipal agreement or right agreement, I think is going to be the difficult part. Yeah. But I think it's certainly worthwhile, I believe, proceeding. Well, thank you. I appreciate your comment. Other questions? Lester? Myself, again, it sounds very interesting. I'm just curious if all were to fall in place, have you had a chance to look at all at some sort of timeline when something would really happen in the house? It's a great question, and I think the core is doable within probably from start to finish with enough construction in place. It could take 2 years. I think the core piece. Running fiber everywhere would take a lot longer. I think short-term solutions, once a company or a team is chosen, the short-term solutions can be implemented fairly soon, I believe, and we're going to encourage that. And until a more permanent solution is developed, in mid-mile or last mile, and in some cases that short-term solution may be the permanent solution. But the first step is to get the company in place so that we properly procure, and then we can start working with somebody with what we have to influence it and what they have to make it happen. So that's going to be the approach. And timeline, I wish I could say exactly, but I can't. Yeah, soon in some cases, a little bit longer in others. Other questions? Just we were at the FCM in Winnipeg, and there was a number of sessions on rural broadband. Actually, it was I'd say by far the most talked about topic. And Wayne Easter had was at one session basically talking about the implementation, and where they hadn't decided on what it would look like. What it seemed to me, and Stefan can correct me if I'm wrong, that the way they're looking at it is the same way you just described it, where they'd like to go through municipalities rather than large corporations so that we take care of the citizens and not the customer. So I think the door's wide open on that $500 million. If you came up with a good solution that would actually achieve the goals they're looking for, I think that money, the way they were talking there, that money would be available to municipality. Yeah. Instead of just giving money to a business case that may exist. Yeah. And in that case, there's no incentive to go beyond that. In this case, we want to get beyond that, the core business case. Influence where there isn't one. Any other questions or comments? I want to thank you for taking the time to come down, and I know it's a complex subject, so certainly we're interested in seeing where the process takes us, and we want to be keep informed in the loop, and council will take decisions as we move forward. Very good. Well,
keep you in the loop of our communication as soon as our draft documents are ready. I have them with our legal counsel now. I've asked to have them within 2 weeks, and it's the draft. We're sending it out. Go through it from stem to stern, tear it apart, pick it apart. We're accepting any feedback on them. We want to make sure that we're plugging up any potential leaks. No, we want to deal with any jack in the boxes that may be in the future, and really make sure that we're doing a bang-up job with it. So your input would be appreciated. Well, thank you for all your work. Thank you. Thank you. Ensuite, alors la nombre 4, adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. Le 18 mai 2016, réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? I move we adopt the minutes from May 18th. Moved by Danny, seconded by Lester. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre, motion adoptée. Les procès-verbaux du 8 juin 2016, réunion du comité du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Quelqu'un qui propose l'adoption? Proposé par Neil, appuyé par Richel, tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre, motion adoptée. Affaires découlantes des réunions précédentes, 5.1, dangereux et inesthétique. Ça, c'est juste un suivi sur 2 cas qu'on a discuté à des réunions antérieures. Le premier, c'est la vie Irving à Metegan. Juste pour vous laisser savoir que le travail sur le site est complété. Irving, ils ont créé une pente, une slope pour assurer que le site soit bien, crée pas un danger pour les gens de la communauté. Arnold, notre directeur des immeubles, a fait une tournée au site et d'après lui, le site n'est pas considéré, il considère le site très sécuritaire. Et d'après lui, ça rencontre pas la définition de unsightly. Alors, d'après lui, le dossier est clos. Pour l'instant, les roches, à ce que je comprenne, vont rester. Mais vraiment, ça c'est plus au niveau d'une discussion entre Irving et la province. La municipalité n'a pas nécessairement un rôle dans cette discussion-là. Le deuxième cas, c'est un édifice à Billy-Wascove que le Conseil d'Oussa nous a mentionné. Encore une fois, Arnold a fait une inspection de l'édifice. C'est un vieil édifice et d'après lui, sa recommandation, c'est que l'édifice soit démoli. On a écrit une lettre en date du 15 juin au propriétaire. C'est un couple qui reste à l'Amérique, en Virginie. Un, pour les aviser de l'état de l'édifice, et 2, il a laissé savoir qu'ils ont 30 jours à s'organiser pour la démolition. Sinon, la municipalité allait s'en occuper. Ça pose un danger réel parce que l'édifice est proche du chemin. La cheminée est en train de se pencher et l'édifice comme tel est pas sécuritaire non plus. Alors, c'était juste pour vous aviser du progrès sur ces 2 cas-là. Robert? Dans le cas de l'édifice Irving, moi, j'aimerais, si le Conseil est d'accord, qu'on écrive une lettre à Irving pour les remercier d'avoir réagi aussi rapidement à notre demande. Vous êtes tous d'accord avec ça? Ça, c'est tout pour 5.1? Oui. 5.2, révision de l'MGA. Ça, c'était juste, encore une fois, pour faire le point sur les 7 amendements qu'on vous avait fait circuler à la dernière réunion. Vous laissez savoir que si vous aviez des commentaires, des concerns, des questions que vous aimeriez qu'on adresse, juste me les faire parvenir et je peux rentrer en contact avec la province pour les adresser. Les mêmes amendements ont été circulés à notre directrice des finances ainsi que notre directrice du développement communautaire. On n'a pas eu de feedback. Au niveau du développement communautaire, un point intéressant, c'est les autres. Ils ont également un réseau entre eux autres, les agents de développement économique. Et les autres, ils sont en train de faire l'évaluation et la lecture des mêmes amendements.
et offrir leurs commentaires aussi. Et confirmer avec notre directrice que les derniers 7 amendements qu'on vous a envoyés, leur réseau n'avait pas de commentaires ou d'inquiétudes à rapporter. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, voilà nombre 6, rapport des activités du préfet. Le 1er juin, je participais à la réunion du comité de vérification du CDNA. Juin 2 au 6, c'était la conférence FCM à Winnipeg, comme je mentionné plus tôt. Il y avait beaucoup de thèmes ruraux. Ça m'était surpris par le montant d'activités qu'il y avait de la part des petites municipalités rurales. Il y avait une session sur Municipal Broadband Connectivity, Budget 2016, Investment in Rural Canada, puis il y avait une Rural Town Hall. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'aux 3 endroits, c'était Rural Broadband d'un grand bout, une municipalité après l'autre. Puis c'est lorsque Wayne Easter, 500 millions, comme qu'ils voyons, c'est le commencement, mais ils voulaient mettre ce montant-là pour trouver des solutions locales aux problèmes du last mile. So, je crois qu'il y a beaucoup de potentiel là. Les directeurs pour la Nouvelle-Écosse sur l'FCM, c'est Cecil Clark, qui est maintenant le président de la UNSM, Russell Walker, le conseiller de Halifax, Tom Taggart de Colchester pour les municipalités, puis le maire Dave Corkum pour les villes de Kenville. Ça c'est, en grande ligne, c'était une des meilleures activités que moi j'ai vu le faire, qu'il y avait beaucoup d'emphase sur les rurales. Et en parlant, ce qui était intéressant et tout, c'est que dans le passé, tu ne voyais pas un membre de parlement en un port. À ces sessions ici, tu t'assivais, il y avait des membres de parlement libéral assis devant nous autres dans des sessions, tu pouvais y parler, c'était disponible pour les conseillers, qui était vraiment bien. Et dans ces discussions-là, c'était rien qu'un item qu'il a mentionné, un des membres, c'est que Rural Broadband n'était pas même dans le bureau, jusqu'à temps que les membres, les MP rurales des régions canadiennes ont dit au gouvernement que c'était une priorité pour le Canada. En disant ça, l'FCM a préparé un PowerPoint. Vous avez peut-être eu ça dans vos courriels, mais non, de l'FCM. Okay. Mais on va peut-être demander à Alain de circuler pour que ça passe à travers avec tous les points. Juin 7, c'était la réunion du conseil d'administration du CDN à Halifax. Juin 13, j'étais invité à une réunion, la réunion annuelle du Forest Glen Community Center. Puis il y avait moi, un conseiller, John Cunningham de Yarmouth, puis Zach Churchill. J'ai envoyé l'information à Stéphane pour la prochaine comité du conseil. Il doit faire un programme d'amélioration là, puis il a mis une demande au conseil municipal parce que ça doit être sur la ligne, so peut-être que la prochaine réunion d'année peut peut-être parler avec ses résidents et ça me fera pour la prochaine réunion. Juin 14, avions un souper à la cuisine Robichaud avec le maire de Lafayette, Joël Robideau. Il y avait moi, il y avait Stéphane, le sous-préfet Brian, Alistair Suret de l'université, Charles Goddard, puis Daniel Leblanc du festival. Lafayette, c'est une des 3 villes fondatrices du réseau des villes francophones et francophiles, puis il était ici pour faire de l'immersion. So, on pensait que c'était une bonne manière à s'avancer là-dedans. Et en disant ça, comme je ne sais pas si vous en souvenez, mais le réseau est divisé en zones, puis notre zone, c'est zone d'Acadie. Puis la zone d'Acadie va être gérée par la mairesse nouvelle de Moncton, qui est Mme Arnold, puis Roger Doiron de Richiboctu, le maire. Je crois que ça fait un an qu'il est maire. Ça a organisé pour établir des comités de travail qui vont être faits par téléconférence. So, il m'a appelé aujourd'hui indiqué que le conseil avait de l'intérêt, si vous êtes d'accord avec moi, de participer d'une manière ou d'une autre. Mais l'autre chose, il y a un comité de travail de généalogie, puis essayer d'une manière ou d'une autre pour mettre l'université sur ce comité-là.
parce qu'il a le centre acadien, tout ça. Vous tiendrez au courant là-dessus. Elle fait un petit discours au banquet des seniors au centre des anciens combattants, juin le 15. Juin le 17, réunion spéciale du bureau de direction à Meadows. Mon rapport est un petit peu grand soir, mais ça que faisons à Meadows, il faut en parler un petit, c'est dans les bylaws disions que c'était toutes des élus sur le comité. Je suis fait changer les bylaws pour que ça soit une skills-based board. So, moi, je vais rester pour un terme. Il y a trois des conseils qui débarqueront ce lundi ici, puis éventuellement, ça fera tout du monde du public. So, je voudrais vous dire que c'est un comité que la municipalité fera plus dessus. Juin le 17, c'était les portes ouvertes des chalets rustiques de la série A, les Yurts, là, à l'université. So, je sais qu'il y en a de vous autres qui avaient été faire un tour vraiment impressionnant. Puis, juin le 22, au Hardry, il y avait un round table avec Nova Scotia Power et Armouth, avec les maires et Warden. Puis, elle a un dîner de la Chambre de commerce. Mais Stéphane, je souligne ça. Il avait un programme appelé Home Warming. Puis, essentiellement, c'est pour du monde qui est low income. Puis, il n'y a pas de matching de l'argent. Il ne faut pas matcher de l'argent, il ne faut pas prêter de l'argent. Basically, il rentre, il faisait un assessment, et si tu qualifies, tu peux recevoir 3, 4, 5 000 pièces dépendant. Ce qu'ils proposent, ou avoir eu la discussion aujourd'hui, c'est qu'il y a des municipalités comme les autres qui offrent des low-income grants ou discounts sur les taxes. Ils ferions en marque de peut-être faire un partenariat. Là, c'est que nous avons approuvé ce personne-là, il faudrait approuver automatique pour ce programme ici. So, ils pourraient remplir les deux formes au même temps. Puis là, une personne de Nova Scotia Power Efficiency Nova Scotia ira là. Parce que même si quoi arrive, tu vends ta maison. Il n'y a pas de critère autre que faut que tu fasses moins qu'un certain montant que tu owns ta maison. So, si vous êtes d'accord avec ça, j'aimerais que peut-être que le staff ait gardé à mettre ça en marche parce que je crois que c'est bon pour les résidents. So, l'information est faite pour Stéphane, si qui veut. So, ça, c'est le rapport. Il est long un petit, là, mais je ne sais pas si vous avez des questions. Brian? C'est quoi le type de travail qu'ils ferions dans les maisons, comme ça serait-il comme Minsaïkon ou des... La manière qu'il l'a expliqué, puis c'est pas mal rouvert, puis il pourrait le mettre à avoir une heat pump, une vette. Puis ils ont même dit qu'ils ne garderont pas même à lorsque tu peux sauver nécessairement le plus d'énergie. Disons que tu es une personne qui aime de s'asseoir à la fenêtre toute la journée dans l'hiver, puis qu'il y a un draft, là. Tu sais, ils allont rencontrer des personnes, puis essayer de faire de quoi qui améliore leur vie et qui leur sauve de l'argent. So, c'est même ça a été expliqué à midi. So, puis, les low income sont beaucoup plus hauts, comme ça, on pourrait faire une petite publicité et tout pour que le monde le sache. Ça, que eux autres considèrent revenu faible, c'est le même comme le nôtre ou tu non, dis plus c'est haut? beaucoup. Tu voyez ça, mais ça le montre là-dessus, le petit pamphlet. C'est pas mal. Pour une personne, 20 952. 2 à 4 personnes dans la maison, 38 931. Puis 5 personnes ou plus, 55 444. So, peut-être lorsqu'on passe dans cet exercice-là qu'on pourrait considérer modifier notre programme. Oui. D'une manière ou d'une autre, mais pour faire les deux s'aligner. Parce que ça peut aider les gens beaucoup. Pour nous autres, c'est qu'on pouvait avoir une manière de savoir combien de gens que ça impliquera pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui sera nos coûts. Peut-être qu'on pourra élargir notre programme. Ce serait peut-être une manière raisonnable de le faire. Ouais. Avez-vous d'autres questions? Sinon, alors la présentation officielle des membres du Conseil. Brian? Phil Commode de Sonyville, Roselyne Leblanc-Tête de Trousseau et Edouard Leblanc de Sonyville pour avoir été choisi comme récipiendaire de l'ordre de la Pléiade en 2016.
ils sont mis en honneur pour leur leadership extraordinaire dans le travail qu'ils ont fait ou accompli durant toute leur vie et leur contribution dans différents domaines comme la culture, l'éducation, le développement communautaire, la santé et la promotion de notre langue française. Ça fait que j'aimerais au conseil municipal d'envoyer une lettre de félicitations à chaque membre. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. As-tu d'autres présentations officielles? Si vous me permettez, j'aimerais suggérer qu'on envoie une lettre à Michel Como, que directeur général, faut que tu appelles ça, du CSAP. Je crois que c'est important pour notre communauté que c'est une personne de la Réunion, là, puisque le siège social se trouve dans Clare. Si vous êtes d'accord d'y envoyer une lettre. Ensuite, alors la 8 correspondance, 8.1, Journée nationale de la santé et de la condition physique, député Colin Fred. Ah oui, je vais vous lire la lettre de notre député. Monsieur le préfet, je vous écris afin d'inviter votre conseil à adopter une résolution favorable à la Journée nationale de la santé et de la condition physique. Une journée nationale visant à améliorer la santé et de la condition physique de nos concitoyens et de tous les Canadiens. Vous trouverez ci-joint un projet de résolution que votre conseil pourra utiliser en l'adaptant aux besoins afin d'adhérer à une initiative nationale par laquelle des collectivités locales telles que la vôtre font la promotion d'une participation accrue à l'activité physique de toutes les collectivités du Canada. Les conseils qui sont souscrits à l'idée ont choisi des approches variées. Certains ont simplement proclamé la journée le premier samedi de juin afin de sensibiliser la population à l'importance d'accroître son activité physique. D'autres ont souligné la journée aux moyens d'activité et d'initiatives mettant en relief l'importance des installations de sport et de conditionnement physique, en favorisant leur fréquentation dans le but d'accroître la participation à des activités physiques saines. L'adhésion à cette initiative devra avoir pour effet d'accroître les taux de participation et d'encourager les Canadiens à adopter des modes de vie plus sains, ce qui va dans l'intérêt de tous. Si vous adoptez la Journée nationale de la santé et de la condition physique, veuillez faire parvenir une copie de votre résolution au bureau de la sénatrice Nancy Rain, qui suit les résultats à l'échelle du Canada. Vous pouvez également contacter mon bureau de circonscription au 1-866-280-5302 pour plus d'informations. Je remercie à l'avance votre conseil d'aider à promouvoir cette nouvelle journée et pour votre soutien continu afin d'améliorer la santé et la bonne condition physique dans Nova West. Thank you in anticipation of your council helping to promote this new National Day and for your continued support to improve health and fitness in West Nova. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments distingués. Colin Fraser, député. Oui, c'est que le Conseil va faire la résolution qu'il a donnée ou pourrait faire une motion de déclarer cette journée-là. N'est-ce pas? Je peux vous lire la résolution si vous voulez, ou si vous voulez juste faire une motion. Avant tout à la résolution dans le paquet, il y a des fois lorsque je lis la résolution, on peut faire ça, on pourrait faire une motion d'adopter la résolution. C'est ça de So, proposes-tu la... Propose l'adoption. Appuyé par Brian. So, y a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Quand motion adoptée. 8.2, carte de remerciement, Muriel Como-Pélican. Messieurs, un grand merci pour les tables de pique-nique qui sont maintenant sur notre site. Et merci d'avance pour le bac à déchets recyclage qui va nous arriver sous peu. Un merci tout particulier à M. Neil Doucet qui s'est occupé d'organiser la livraison des tables, etc. Votre appui à notre petit comité est bien apprécié et ce site servira pour des activités à chaque été, surtout l'été prochain pendant les fêtes du 150e anniversaire du Canada. Nous vous encourageons de faire une visite. Muriel Como-Pélican pour le comité de la Petite Chapelle. Et en disant ça, j'ai parlé à quelqu'un à l'école de SDC et ils nous ont marché pour avoir choisi l'école pour faire les tables.
ça donne un sens aux élèves de faire partie de la communauté. C'est un travail important. Juste à titre d'information, le bac de déchets et recyclage est maintenant sur les lieux aussi. Ensuite, demande de l'école Jean-Marie Gay. Ceci, c'est net adressé aux entreprises, mais on a également reçu une ici à la municipalité. Chère entreprise, par cette lettre, nous désirons vous inviter à participer à notre grand événement annuel où plusieurs activités communautaires nous permettent de ramasser des fonds ce mercredi 22 juin, aujourd'hui. Avec l'argent recueilli, nous désirons faire l'achat de plusieurs Chromebooks pour les élèves de l'école Jean-Marie Gay. C'est des petits ordinateurs portatifs. Ce 22 juin, nous invitons les familles de nos élèves à participer à notre journée des mini-olympiques, suivie d'un dîner avec les parents et fini avec un pique-nique scolaire. Les 2 dernières activités sont des prélèvements de fonds. Ainsi que nous vous demandons, s'il est possible pour votre entreprise de nous remettre un don d'argent, nous allons préparer une grande affiche sur laquelle nous placerons le nom de toutes les entreprises qui auront contribué à notre grand prélèvement de fonds. Au nom de tous les élèves de l'école Jean-Marie Gay, nous vous remercions profondément pour votre considération. Merci. Tina Blin, directrice. Sur ce point-là, avons manière de discuter, moi et Stéphane, on ne peut pas être politique autour des prélèvements de fonds à faire avec les écoles, puis pas que vous devriez pas être donné, mais tandis que comme à Recreation, quand ça va des activités de sport ou des politiques qui décrivent ce qu'on peut donner et pas donner, pourquoi? Je ne sais pas si c'est quoi que le Conseil, à la place de rien donner, ou si c'est quoi que le Conseil voudrait examiner. Ça va? Je crois que c'est un bon point. On a reçu une demande d'une des écoles cette année, puis je pense que c'était pour des déjeuners ou pour quelque chose, puis on a pu répondre à cette demande-là parce qu'on a pu donner à toutes les écoles également. D'un cas comme ça, si ça devient un peu plus difficile. Lorsqu'on fait des dons, des contributions, que la municipalité fait contribution dans un prélèvement de fonds, c'est pas... On fait ça avec les argents du peuple, avec l'argent qui vient des taxes. Donc si... on ne peut pas répondre à tout, c'est difficile, surtout quand tu viens des écoles, lorsque les écoles sont déjà financées par les taxes des rangs. Nous autres, le tiers de les taxes qu'on recueille d'une année, on doit les donner encore à les écoles. Et puis là, d'aller donner à une école une contribution financière parce qu'on ne peut pas faire légal à les autres, ça devient un peu plus problématique. Je pense qu'on ne devrait peut-être pas répondre à cette demande pour cette raison-là. Dans le passé, je veux dire, c'est un point de politique écrit, mais le point que tu as fait, c'est qu'on donne un point pour des prélèvements de fonds à les écoles. Pour ce point-là, que les résidents payent déjà un tiers de leur property tax vont aux écoles. Sur le terrain qu'en fait de prendre de nouveau. C'est le désir qui te fait. Puis, je pense qu'on devrait peut-être le laisser passer. Il n'y a rien qui nous empêche comme conseiller de participer aux activités de prélèvement de fonds parce que c'est notre argent, oui, si nous voulons participer, mais prendre l'argent des résidents, c'est une différente chose. 8.4, lettre par rapport au monument des personnes noyées en mer. Ceci, c'est une lettre de la Société acadienne de Clare. Le comité ad hoc de la Société acadienne de Clare œuvre depuis un nombre d'années à la construction et l'installation d'un monument pour les personnes de Clare noyées en mer. Comme on vous a déjà mentionné à différentes occasions, le comité n'est pas en mesure de prendre la responsabilité de ce monument après qu'il aura été érigé. Ce comité s'est réuni hier soir, le 2 juin 2016, et ils ont demandé à la Société acadienne de Clare de vous faire la demande suivante en leur nom. Par cette lettre, le comité ad hoc demande au Conseil municipal de Clare d'accepter de prendre possession de ce monument, de voir au maintien à long terme du monument, ainsi qu'à l'assurance responsabilité lorsque ce monument aura été érigé sur le terrain de la municipalité de Clare dans le parc provincial de Smuggler's Cove. À partir du temps que nous commençons l'installation du monument, on demande à la municipalité d'en prendre la responsabilité. Après le dévoilement du monument, on demande à la municipalité d'accepter de voir au maintien continu de ce monument et d'en prendre la responsabilité à long terme. Aussitôt que le conseil municipal aura donné une réponse affirmative à cette demande, le comité ad hoc va placer la sculpture du pêcheur au site où le monument sera érigé.
voir la photo de la sculpture en annexe. Le comité ad hoc est reconnaissant de l'intérêt et de l'aide que le conseil municipal a accordé au projet du monument pour les personnes de Clare noyées en mer jusqu'à date. Cordialement, Elaine Timot. Quelqu'un qui a des commentaires? La question, ben, il y a plusieurs questions là, mais une des questions que moi je pense, c'est avoir timmer tard qui est attaché à Smuggler's Cove, mais avoir pas accès à cette terre-là, qui crée une des difficultés, parce que l'accès, c'est le parc même, lorsque c'est pas ouvert au public, pourquoi c'est un mois par an? Je crois que c'est la grande fin de semaine, Victoria des week-ends, la fête de Reine. De la Reine, je crois que sur le site web, ça mettait comme le 15 ou le 21 de mai jusqu'à peut-être octobre. Et ça, c'est une des concerns de plusieurs personnes. Parce que si tu as un membre de la famille quand tu es perdu à la mer, disons le 15 de novembre, on ne peut pas les visiter pour des personnes du monde âgé, ou même avec 6 pouces de neige à terre. Qu'est-ce qui va marcher dans le parc, soit à la barrière ou en bas? Puis si c'est en bas, ça crée un autre problème, parce que là, il faut qu'il passe sur le terrain de la province. Ça fait que si ça fait mal en allant sur le site, parce qu'il y a le monument, la municipalité va y prendre responsabilité. Et puis, puisqu'on ne peut pas mettre, on peut pas avoir du parking ou un driveway là, il y a une bonne chance qu'il y a plusieurs personnes qui vont parquer en bas. Ça fait que nous autres, si on met le monument là, on a encouragé ou il y aura une liability, la responsabilité sur la part de la municipalité à cause qu'ils ont mis le monument lorsqu'il faut passer là, 6 mois par an. Il y a des concerns là. Essentiellement, la question est, c'est-à-dire le comité peut choisir où ils voulont mettre le monument. La question est la municipalité de prendre responsabilité et les liabilities. C'est ça qu'ils demandent de la part du conseil. C'est-à-dire, la manière que faut cette question formulée demande change beaucoup la manière que le projet avance. Jusqu'à maintenant, ça a été un projet d'un groupe de la communauté que la municipalité a appuyé financièrement. C'est-à-dire qu'on a appuyé financièrement pour la construction d'un monument. Là maintenant, on nous dit que les gens qui sont en charge de la construction de ce monument-là, une fois construit, veulent donner aux gens de la municipalité de Clare, puis que c'est leur responsabilité pour l'entretien et le maintien à toujours, puis fini. Pour moi, ça change la question pas mal. Pas nécessairement que enlèverait mon appui, continuerait d'appuyer le programme, mais peut-être que je serais plus intéressé dans où est-ce qu'il va y être situé. Que peut-être que là, ça devient une question de municipalité, puis plus une question du comité, parce que le comité s'en lave les mains la minute qu'il est construit. L'entretien, le maintien, à tout rouge, ça devient une question de municipalité. Dans ce cas-là, je crois que la municipalité devrait peut-être se pencher un peu plus sur les questions que soulève le sous-préfet, si ce site-là est complètement approprié pour le monument. Je pense que peut-être qu'on devrait prendre un peu de temps pour le considérer, puis... À titre d'information sur ce point-là, et le point du sous-préfet, c'est que j'ai parlé avec Harry Spencer, qui est l'agent de McDonald Chisholm Trask, qui s'occupe de nos assurances à la municipalité. Puis j'ai parlé pour discuter de ce cas ici, et spécifiquement l'ance aux hirondelles ou Smuggler's Cove. Elle n'avait pas de réponse définitive, mais dans son opinion, à premier aperçu, c'est de la problématique pour ces raisons-là. À cause que c'était pas la terre nécessairement de la municipalité, ou c'était pas un site municipal. Alors on avait puis les rangs cassés gagnaient accès au site durant les mois que le parc est fermé. Si quelque chose arrive à une personne sur le site, si la personne est en train de marcher pour voir la statue sur le site provincial puis qui se blesse, qui sera responsabilité? C'était
si la municipalité, si la province. Dans son cas, elle semble à croire qu'on était quand même bien placé, qu'on pouvait défendre notre cas en cours, mais elle ne veut pas, elle le voyait comme étant problématique. Vous suggérez peut-être qu'on discute en comité, qu'on prenne un peu de temps pour le considérer. Si tu penses que maintenant la municipalité est enfin considéré des investissements au Cap-Sainte-Marie, au fort de Cap-Sainte-Marie, et puis on continue de faire des investissements à l'Anse des Béliveaux, un ou l'autre site pourrait être approprié pour un monument comme ça. Et puis là, qu'on pense d'un troisième site, un troisième lieu, peut-être qu'on devrait se pencher sur la question un petit peu sérieusement avant de prendre une décision. Il n'y a pas d'autre, c'est beaucoup plus, ça fait beaucoup plus de raisons de mettre, si qu'on décide de le prendre, de le mettre là au dehors de l'assurance et des liabilities et quelqu'un en fait maintenir le site, parce que c'est pas beaucoup plus de travail. Mais si prenons ça là, ça veut dire que c'est essentiellement un site nouveau pour nous. Un troisième site. Ouais. So vous êtes d'accord d'envoyer ça au comité du conseil et peut-être Stéphane peut peut-être faire une minute de legwork là-dessus là, pour voir. 8.5, lettre de Paul-Émile Leblanc. Oui, c'est un courriel de M. Paul-Émile Leblanc. Good day. I wanted to bring to your attention a serious matter in Meteghan Center. My family and friends walk this area frequently. Ici, on fait référence au Maxwellton Road, le chemin des Bleus à Meteghan Center. Excusez-moi. I know most people there try to keep the area clean, but lately people are now using it as a dumping area again. Sample pictures are attached, but they do not show the real size of the problem. From a beach erosion point of view, it is now a very serious issue. The old dump is being unearthed, and this is causing a safety and toxic situation. I invite you to go see and check it out for yourselves. There needs to be enforcement on the illegal dumping issue ASAP before the situation gets worse, as well as the old dump site needs a cleanup. Thank you for your attention to this matter, Paul-Émile. Juste un petit suivi à ce courriel-là, c'est que j'ai parlé avec Richard Nickerson, qui est le bylaw enforcement officer pour WasteCheck. Il y a des affiches qui vont être placées à la plage à Meteghan. Présentement, il n'y a rien. Alors, au moins, pour les gens qui rettent leurs déchets là, révéler les photos et voir c'est un problème. Alors, on espère que les affaires que WasteCheck va mettre en place vont aider à adresser la situation. Et c'est quelque chose qu'ils vont continuer à surveiller dans les semaines à venir. Sur la question de l'ancien dépotoir, le Conseil a déjà eu des avis là-dessus, des avis légaux, puis je suis pas vraiment en mesure d'adresser ça. Ensuite, rapport de l'Association des services d'information et de référence de 1.1. Dear Mr. Sear, on behalf of the Board Management and staff of the 211 Information and Referral Services Association, I am pleased to share our 2015 annual report with you. Please accept our thanks for the support of your municipality, without which 211 would not be a reality. During 2015, more than 100,000 people reached out to 211 and received navigational assistance in finding human, community, and social services to meet their needs. Our team is frequently left humbled by the kind of thoughts and expressions of appreciation from people they've helped. We hope that this section titled Some of What We've Learned on pages 8 and 9 of the report demonstrates clearly that 211 is truly making a positive impact in the lives of Nova Scotians. The 2015 year heralded strong growth in the awareness and use of 211. Based on comments from our staff and conversations we've had externally, there is certainly plenty of evidence to suggest that 211 is helping both elected officials and municipal staff in their work throughout the province. Our top priority is to ensure that people are aware of 211. We would be very grateful for your help in spreading the word so that more people are aware of and can use 211 to find the services they need. Our Director of Communications and Outreach, Mrs. Susie Taubner, is available at your convenience to discuss ways in which we can work together on this. In closing, we look forward to working with you and your team on the many opportunities that lay before us in terms of greater collaboration and partnership. Sincerely, Ramsey Duff, Chair, Board of Directors. Just for informational purposes, 211 does offer a variety of
informational services regarding emergency information, housing, shelters, child, youth, and family services, continuing care, food support, financial services, health, mental, and addiction services, newcomer services, transportation, and many others. Question? Ensuite, excusez, Brian. Puisque c'est un service qui est vraiment valable aux résidents, comme on peut avoir des cartes d'affaires de cette grandeur-là, je me demande si on peut contacter la directrice de communication, là, Suzy Tubner, pour demander peut-être un paquet de ça pour avoir disponible pour le monde qui visite la municipalité. Moi, j'en ai un au bureau, j'en avais plusieurs, j'en ai donné à du monde qui vient visiter. Ouais. As-tu d'autres questions, commentaires? 8.7, lettre de nouvelle ombudsman. Dear Ward LeBlanc, the purpose of my writing is to advise you that on June 1st, 2016, I was appointed as the Ombudsman for our province. In the coming months, it is my intention to travel to various parts of the province. In advance of these travels, I will attempt to set up a mutually convenient time so I can formally introduce myself. I look forward to meeting you. Regards, William A. Smith, Ombudsman, Province of Nova Scotia. As-tu des questions, commentaires? Lettre 8.8, lettre de remerciement, John Davis, COAC. Hello, Stefan. Thank you for your work. Please pass on to your warden and council a very sincere thank you from the executive of the Clean Ocean Action Committee. This is a critically important issue. Your support, along with the support of your many sister municipal and town units, will be the decisive factor in maintaining reason and balance between the demands of the finite oil and gas industry and the needs and requirements of our fully sustainable multi-species fishery. Thank you all for your efforts. Very best regards, John Davis, Director, Clean Ocean Action Committee. As Council may recall, we sent a letter in support of their efforts to protect offshore gas and oil exploration in lease sites 3 and 4, which are the natural spawning grounds for many of our commercial species. And the group is, I believe, having meetings this week in Ottawa. As-tu des questions? 8.9, programme de seniors en sécurité dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Senior safety programs in Southwest Nova. We have a shared responsibility to promote the safety of all members of our society. Everyone has a role to play. If you are concerned that an older adult in your life may be experiencing abuse, you can contact the senior safety program in your area for support. The terms elder abuse or senior abuse are often used to describe the experience of older adults who are abused, usually by someone they know and often by someone they care about. If an older adult is unable to freely make choices because they are afraid of being humiliated, hurt, left alone, or of the relationship ending, this is abuse. It is abuse whenever someone limits or controls the rights and freedoms of an older adult. It is important to recognize the ways our society discriminates against older adults. Ageism is a term that refers to attitudes and beliefs that cause people to treat older adults as if they were less important or less valued just because they are older. Ageist attitudes are a factor in abusive situations because they allow people to believe it's acceptable to ignore or control the older person. Ageist attitudes can also prevent people from recognizing, responding to the problems of older adults, including signs of abuse or neglect. Our attitudes about aging can make us more vulnerable to abuse and more likely to behave abusively. Discriminating against people because they are older or younger is wrong. We have a shared responsibility to challenge ageist attitudes wherever we see them, both within ourselves and in other people. Abuse can happen to people of all ages, from all walks of life. By staying involved with people and activities, you are less likely to be abused. Stay connected, reach out, get support, contact the senior safety program in your area to talk about concerns and get support. This is a statement or a flyer that was released by the RCMP, and just for informational purposes, the contact person for the senior safety program in the municipality of Clare is Hélène Comeau, and her phone number is 902-645-2326.
As-tu des questions? La dernière lettre de correspondance, résolution pour Canada Post. I am writing to let you know that the federal government is conducting a review of Canada Post. It says that everything but postal privatization is on the table. This means daily mail delivery, restoring home delivery, postage rates, the moratorium on post office closures, and more. The review will have 2 phases. The government has appointed an independent task force to collect input from Canadians, do research, gather facts, and identify options for the future of our postal service by September 2016. Following this, a preliminary committee will consult with Canadians on the options identified by the task force and make recommendations to the government by year's end. The government expects to announce its decisions about Canada Post in the spring of 2017. For more information, go to cupw.ca/Canada Post Review and canada.ca/Canada Post Review. While CUPW welcomes the opportunity to look at the future of our public postal service, we have a number of concerns about the review. The review's first phase, the part that determines the options that will be examined, is being held over the summer. As well, there has been very little information and advertising about the review except in social media. We are concerned people will not learn about the review until it's too late. CPUW would like to ensure that the views of municipalities are considered. Therefore, we would like you, if at all possible, to provide input to the Canada Post review. We have attached a resolution for your consideration, information on providing input, and some fact sheets on key issues. Thank you very much for considering our request. There's a lot at stake, and we appreciate anything you can do to help. We would also like to take this opportunity to express our gratitude to the many municipalities that supported our campaign to stop the cuts that Canada Post announced in December 2013, including the end of home mail delivery. We had a major victory when Canada Post announced a temporary hold on its plans to eliminate door-to-door delivery. CUPW is confident that we can build on this success and convince the Canada Post Review to recommend against further cuts in favor of new services that generate revenues and allow us to build a universal, affordable, and green public postal system for future generations. In solidarity, Mark Pellicek, National President. So, il a envoyé une résolution que vous avez dans votre paquet essentiellement. On ne va pas lire tous les whereas, mais ça may therefore be it resolved that the municipality of Clare provide input to the Canada Post Review Task Force and make a submission when the parliamentary committee consult with Canadians this fall. So c'est essentiellement ça la résolution qu'ils voulons passion. Je ne sais pas si le Conseil veut faire une motion pour adopter la résolution au point. C'est la décision du Conseil. En disant ça, j'ai fait de recherche. La première partie du review, pour la lettre pour juin le 19, puis l'input des municipalités la dernière journée, c'est mai. Pour la première moitié, mais là, il va y avoir une autre consultation par après. Là-bas. Moi, j'ai un peu de problème à supporter pas sur les résolutions, supporter les positions des syndicats. Les syndicats, eux autres, ont un point de vue, puis c'est comprenable, puis ils sont organisés pour ça. Nous autres, pour le point de vue de représenter le peuple avec Canada Post, on fait son travail de la UNSM et de l'FCM. Et puis, je crois que c'est ça les instances qui vont faire les présentations, ces comités-là, pour représenter nos intérêts. Je crois plutôt que passer que nous autres, on va aller faire une présentation à notre municipalité, au comité, ça sera pas mal hard, c'est pas difficile. Je crois que travailler avec la UNSM et l'FCM, ça serait une manière responsable et raisonnable. En disant ça, puis il fait des familles de recherche à pas réaliser, il y a 3 différents syndicats pour les postes qu'il y a dans Clare. Ça serait une des 3. Dans mon idée, les syndicats représentent les ouvriers, puis c'est eux autres qui devraient faire ça, nous autres, on devrait travailler avec la UNSM et l'FCM. Quelqu'un qui fait un commentaire ou qui est d'accord avec ça? Eric découvrir ça cette semaine qu'il y en avait 3 différents.
La résolution veut dire, demande de passer une résolution veut dire Canada Post apportant notre communauté comme conseil, certains vont suivre la résolution. Veut dire, ça peut être des mêmes fatsoirs. Si qu'on voit qu'il y a des problèmes, ça peut être revenir au conseil. Bon, on n'a pas fait des résolutions à travers l'FCM et l'UNSM pour demander de garder des services dans les municipalités, puis c'est les positions du UNSM et de l'FCM. Fait que on ne prend pas une position contraire à ce qu'on nous demande. Non. C'est juste qu'on suivra nos avenues raisonnables, nos avenues à nous autres. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Ensuite, alors, le rapport du directeur général. Merci, Monsieur le Préfet. Contrairement au préfet, mon rapport est un peu plus court ce soir à cause beaucoup des dossiers que je travaille sur à l'heure actuelle sont traités plus loin dans l'agenda. Quelques dossiers clés. Le centre des anciens combattants à Sauniville. On n'a encore pas eu de nouvelles de la province. On attend toujours pour des nouvelles sur notre demande de financement pour les rénovations aux salles de bain. On nous dit qu'on va avoir des nouvelles d'ici la fin du mois de juin. Pour ce qui est du Grand Fondo, à partir du 21 juin, qui était hier, on avait 354 personnes qui avaient registré jusqu'à date. La date limite pour les jerseys, c'est le 31 juillet, puis normalement, on me dit qu'on a plusieurs personnes qui s'inscrivent juste avant la date limite pour pouvoir avoir un jersey. Au niveau de notre campagne de prélèvement de fonds, comme vous le savez, on l'a lancé le 18 mai avec une cible de 10 000 $ et on vise surtout le secteur privé. Jusqu'à date, on a ramassé 9 300 $. Mais en plus, on a au-delà de 5 000 $ en contribution en nature qui vont nous aider avec les coûts opérationnels associés à l'événement. Pour ce qui est de la recycling plant, l'équipement qu'on avait dans l'édifice a été enlevé. On est encore en négociation avec un locataire potentiel pour le site. Mais là, on a remis de quelques mois la date que cette compagnie-là rentrera dans le site. C'est remis au 1er décembre. La raison pour ça, c'est qu'on a quelqu'un qui est présentement là à court terme. Et après discussion avec les parties, on a eu bon d'éviter une situation où on avait deux entreprises dans le même édifice. On a vu que ça serait moins compliqué à gérer et au niveau de la responsabilité légale, ça nous permettait d'éviter des problèmes potentiels. Et tout le monde était d'accord sur ça. Au niveau de notre Community Cleanup Program, présentement, on a 2 organisations qui ont déjà procédé au ramassage. La paroisse de concession, ils ont fait 6 km et ont reçu 900 $. Le taux qu'on paye, c'est 150 $ par kilomètre. Et les chevaliers de colon qui ont également fait 6 km au prix de 900 $. De plus, on a donné un montant de 150 $ à Denise Stewart pour son groupe ainsi qu'à Donna Maya Mullen et sa famille. Les deux autres ont fait une section à la plage. Denise Stewart, c'était à la plage de Sauniville et Donna Maya Mullen pour nettoyer la plage de Salmon River, la rivière au saumon. Ils nous ont pas demandé nécessairement pour une contribution financière, mais quand on a vu le montant de déchets qu'ils ont ramassé, on a jugé bon que ça méritait au moins l'équivalent d'1 kilomètre, si pas plus. Alors, de ce que je comprends d'Alain, les deux personnes en question étaient très fiers de la contribution. Alors, tout ceci, jusqu'à date, fait un total de 14 km sur 68 km 66 km qu'on avait budgété, ou 2100 $, so 14 km à 150 $ par kilomètre. On a également 4 autres organisations, individus qui ont exprimé de l'intérêt dans le programme et qui veulent nous soumettre une demande. Les élections en 2016, on est présentement en train de travailler sur la préparation de la liste des électeurs. Les résidents de la municipalité vont être avisés dans les médias sociaux, ou dans les médias locaux, excusez-moi, par rapport à ce qu'ils peuvent confirmer qu'ils sont bel et bien sur la liste des électeurs. La journée de nomination, c'est le 13 septembre. Malgré que également la journée de l'élection, c'est le 20 octobre. Les gens peuvent également voter à l'avance à partir du 7 octobre jusqu'au 14 octobre. Pour ceux qui veulent voter par ordinateur ou par téléphone,
ceci, ça va être disponible sur les mêmes dates, soit le 7 octobre, du 14 octobre, ainsi sur le 20 octobre, qui est la journée de l'élection. Pour ceux qui veulent encore voter par scrutin, ça va être disponible la journée de l'élection. À l'interne, juste un petit peu d'informations. Au niveau de la comité de communication, notre nouveau site web, on achève, on arrive presque fini. On s'attend à pouvoir le lancer la semaine prochaine. Certain qu'il va encore avoir du contenu à ajouter d'ici les quelques prochaines semaines, mais on espère au moins pouvoir le lancer, pouvoir commencer à s'en servir. Au niveau de l'FCM, comme que le préfet a soulevé plus tôt dans son rapport, c'est une excellente conférence, une bonne balance, je dirais, entre urbain et rural, et une très belle présence de la part du gouvernement fédéral et ainsi que les autres partis politiques. Beaucoup de focus sur le financement et différents programmes qui visent des investissements en infrastructure, des programmes d'intérêt, the New Building Canada Fund, qui est 14 millions, puis ça, à l'intérieur de ça, tu as une portion qui est appelée le Small Communities Fund, qui vise spécifiquement des communautés de moins de 100 000 résidents. Alors, nous autres, on tomberait à l'intérieur de ça. Également des fonds pour de l'infrastructure verte, Green Infrastructure, 5 billions. Un autre 2 billions pour Clean Water and Wastewater Fund, que je vais vous en parler un peu plus longuement dans la réunion ce soir par rapport à celui-là spécifiquement. Et autres. Il y a également le Social Infrastructure, c'est un fonds qui vise du logement abordable pour les personnes aînées ou les personnes à faible revenu, des projets culturels, des projets d'ordre récréationnel, de l'accessibilité et autres. Alors, il y a certainement une emphase sur des projets d'infrastructure, et il y en a des autres comme je vais vous l'expliquer plus tard, ils sont très intéressés à avoir des applications dans le système, puis ils ne donnent pas beaucoup de temps pour les mettre. Le turnaround qu'ils cherchent est assez rapide. Au niveau des quelques réunions que j'ai assistées depuis le 18 mai, le comité de vérification du REN, ça c'était le 19 mai ainsi que le 27 mai, et ça s'est très bien déroulé. Property Evaluation Services Corporation, ou PVSC. Je me suis rencontré avec Renée Walker, qui est la nouvelle assistante gérante pour la région. Sherry Spencer de Donald Chisholm's Crafts pour faire la révision de nos polices d'assurance ici à la municipalité, et on est en bonne position là. Comme le préfet l'a soulevé, la rencontre avec le maire de Lafayette, ainsi que la conférence de printemps pour l'AMA, l'Association of Municipal Administrators. On se rencontre demain pour le UNSM, le Southwestern Shore Regional Meeting, qui va avoir lieu à Digby. Et aussi, on a notre comité de IMO, va se rencontrer le 30 juin. Puis là, c'est pour discuter. Il y a une évaluation qui est menée par la province, qui vont évaluer toutes les municipalités dans la province, leur Emergency Management Organization, faire l'évaluation. Est-ce qu'ils sont bien organisés? Est-ce qu'ils sont préparés à réagir dans l'événement, dans le cas d'une urgence? Alors, le but de cette réunion-là, c'est pour se préparer pour l'évaluation. Et ça, c'est mon rapport. Sur la réunion régionale, tous les conseils qui sont intéressés à aller demain à Digby, à la municipalité de Digby à 11h, c'est ouvert à tous les conseils. So, moi, je vais y aller, moi aussi. Mais pour vous savoir. Avez-vous des questions pour Stéphane? Merci. Nombre 10, rapport des comités. 11.1, rapport des permis de construction d'année. Neil's computer, mine's not. It's April of 2015. There was one permit for $1 million of construction. In 2016, there was one for $2.6 million of construction. That was for April, and this May there was 7 permits issued for $1.499 million of construction. And of May of 2016, there was 2 permits issued for $438,000 for the construction. And the year to date in 2015 was
$4 million, and the year-to-date of 2016 is 4.1 million. So we're up a little bit, holding around. That's good. As-tu des questions? Ensuite, comité consultatif en planification. Danny, I don't know if you had a meeting since the last council. Yes, we did meet. We met and we discussed the public meeting that we had back in April, some of the results and some of the comments that the people had. And then we also continued moving forward with the protection of the watersheds. We were just checking out some other municipalities to see what they were doing in that sense and just to see what direction we're going to go. Des questions? Any questions? Sinon, comité aviseur de police, Ned? Le comité de police, on s'est rencontré le 13 juin, ici à la municipalité. Moi et conseiller Hector Thibault, on fait partie de ce comité-là. On se rencontre 4 fois dans l'année. Les choses qu'on a parlé un peu, c'est le sergent Holmes fait une description. Il a annoncé à Métégan que le staff est full, c'est full staff. Il y a 7 membres de VRC qui travaillent là. On a eu une constable de Rosé qui s'appelle Rosé Lagacé. Elle est venue du Manitoba, originaire de Campbellton, Nouveau-Brunswick. Et elle reste dans une des maisons à Métégan. C'est en anglais, je suis en train de traduire. Les priorités qu'ils sont en train de regarder cette année, en 2016-2017, c'est de renforcer l'alcool au volant, c'est d'attraper le monde le plus possible. Aussi les off-highway vehicles, ça veut dire les four-wheelers. La vitesse, le monde qui fait beaucoup de la vitesse, ils vont essayer de diminuer ça. Et puis, c'est ça. L'autre chose aussi, il a parlé de Hélène Camo, qui est elle qui est en charge de seniors en sécurité, qu'elle fait encore un beau travail avec les seniors. Elle avise beaucoup. Il y a souvent des scams qui se passent au téléphone que les seniors attrapent, puis elle est en train de les apprendre comment s'en démêler, de ne pas prendre ces scams-là. Il y a eu plusieurs crimes, des break and enters l'année passée. Je vais juste vous donner une des stats. En 2013-2014, il y en avait eu 13. En 2014-2015, il y en avait eu 11. En 2015-2016, il y en avait eu 39. Et beaucoup de ces vols-là, c'était du même gars qu'on a attrapé l'année passée, M. Dempster. Et puis, on espère que les vols vont arrêter dans Clare mieux cette année. Ça, c'est les gros détails qu'on a parlé là. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, Ville acadienne, tu n'as pas, non? Waste Check, je ne sais pas si vous avez... je vous rencontre plus tous les mois, là, ça. Okay. Alors, la nouvelles affaires, 10 motions pour réduire un compte de taxes. Oui, ça c'est juste pour vous donner un peu de contexte. Il y a un propriétaire qui habite à Mabillette sur le chemin Boudreau. Sa maison a brûlé en 2015. C'était une perte totale de ce que je comprends. Il a reconstruit, mais il a seulement reconstruit au mois de juillet. Alors de février à juillet, il n'y avait rien sur son site. Par contre, sa facture pour les taxes pour 2015 il a été facturé comme si il y avait un édifice sur les lieux pour la pleine année. Le monsieur a commencé la construction en juillet 2015 et il a terminé sa maison au mois de décembre. Il nous a approché de voir si on pouvait faire quelque chose par rapport à sa facture pour les impôts pour 2015. Le staff ici a pris sa demande en considération, puis ce qu'il nous recommande, c'est qu'on a reçu sa facture pour les taxes de 2015, la portion de la maison seulement, et qu'on prorate, essentiellement, qu'on prenne le montant total, mais qu'on prorate essentiellement seulement sur les mois qu'il y avait de la construction sur le site. Alors, ce qui représente une réduction de sa facture pour 2015 de $601,58. Le montant pour
pour les taxes, pour le feu, etc. Excuse-moi, pour la terre, pour le système d'égout, ça, ils ont resté pareil. Alors, ce qu'on cherche ici à soir, c'est une motion pour nous permettre de faire cet ajustement-là à sa facture pour les impôts de 2015. Dan? I'm ready to make the motion. It makes perfect sense to me. I move that the council for the municipality of the District of Clare reduce the following noted tax account for the reason described herein. The account number is 08465,479, a total reduction of $601.58 because the house burned in February of 2015. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Russell. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre, motion adoptée. 11.2, motion pour nommer une nouvelle subdivision. Gary Sullivan et Arnold sont en train de travailler avec une compagnie, Gary Billable Construction and Excavation, qui est en train de faire, essentiellement, faire la construction d'une nouvelle subdivision à Carberry. Ils nous ont approché pour nommer la subdivision Wentworth Drive ou la promenade Wentworth. Tous les démarches nécessaires ont été suivies. Ça a été fait en consultation avec Gary Sullivan ici à la municipalité. Et ce qu'on cherche ici à soir, c'est simplement une motion du Conseil pour approuver le nom. Hector? Je propose que la nouvelle subdivision bâtie par Gary Billable Construction et Excavation à Carberry soit officiellement nommée la promenade Wentworth. Quelqu'un qui appuie ça, appuyé par Russell. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre, motion adoptée. 11.3, motion pour accepter la soumission pour le contrat de ramassage des vidanges 2016 jusqu'à 2021. Merci. Ceci, c'est juste un suivi sur le dialogue qu'on a eu à la dernière réunion. Et pour continuer la discussion et basé sur notre évaluation des 4 soumissions qu'on a reçues, la recommandation, c'était d'accorder le contrat à Waste Code Limited, excusez-moi, pour un montant de 449 318,80 cents. Alors, ce que j'aurais besoin à soir, c'est une motion de la part du Conseil pour essentiellement pour lui permettre d'officiellement accorder le contrat. Quelqu'un qui va faire la motion? Danny? I move that the council for the municipality of the District of Clare accept the tendered bid in the amount of $449,318.80 as submitted by Waste Co. Limited on May 31st, 2016 for refuse collection and disposal services in Clare. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Russell. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre, motion adoptée. 11.4, motion pour étendre l'exemption de rabat des taxes pour les foyers à faible revenu. Ceci, encore une fois, c'est un suivi de la discussion qu'on avait à la dernière réunion par rapport au montant de $300 qu'on accorde aux foyers à faible revenu. Initialement, on avait mis en place une date limite pour que les gens qui qualifiaient puissent appliquer pour ce rabais-là. Suite à une de nos dernières réunions, on a jugé bon de regarder, de possiblement ôter la date limite ou pas être limité par la date limite et de continuer à accepter des demandes de ces rangs-là à mesure qu'on les reçoit ici à la municipalité. Alors ici, c'est juste pour mettre une motion pour formaliser cette décision-là, pour donner un peu de direction à l'équipe ici au bureau. Alors, quoi que le but des grands toyaux, je ne sais pas quoi c'est appelé à ça, c'est aider le peuple quand on a besoin le plus. C'est pas pour mettre des dates limites. Ça, c'est que le Conseil peut aider tant qu'à moi, c'est ça le but de la politique. Robert? Je propose que le Conseil de municipalité du district de Clare
approuve que la date limite pour les rebats de taxes de propriété pour les foyers à faible revenu ne soit pas prise en considération et que les applications soient acceptées par la municipalité quand celle-ci les reçoit. Appuyé par Danny. As-tu la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Aye. 11.5, motion pour approuver les fonds du programme à la frappe. Avant d'avoir une présentation au comité du Conseil la dernière réunion, puis je sais que notre motion préparée, ça me semble la motion pour recommander au Conseil n'était pas nécessairement d'accorder l'argent, c'était de budgéter l'argent dans le programme budget. Puis là, on pouvait l'accorder au groupe si le programme est accepté. Mais en lisant la motion, je ne sais pas si vous avez regardé la motion, ça accorde l'argent, le montant, essentiellement automatique. So, en disant ça, je ne sais pas si vous voulez faire un petit rang à la motion. Si le Conseil est d'accord, on pourrait peut-être recommander une légère variation. Je propose que la municipalité du district de Clare réserve 25 000 $ du budget municipal 2017-2018 pour un potentiel appui au programme Canada 150 présenté par la frappe. Appuyé par le Hector. Alors que ça, c'est plus l'attente du Conseil. Voulons supporter le programme, mais voulons faire sûr que c'est ce programme-là qu'avant. Si accorde l'argent, ça pourrait aller pour n'importe quoi. Et puis, peut-être pour faire la motion après, la motion peut-être mentionner. Oui. C'est ce qui fait que ça nous protège encore. So, Hector avait appuyé ça. Y a-t-il d'autres discussions sur cette motion-là? Peut-être que juste pour clarification, pour les gens qui sont impliqués dans le programme, l'intention du Conseil, c'est que je me rappelle bien de la discussion, c'est d'appuyer. Oui. Mais on n'est pas certain que tous les éléments de ce programme-là aient approuvés pour les autres demandes qui sont faites. Mais on réserve 25 000 $ pour notre contribution à acheter le programme-là. Ça qui sera le programme final sera considéré par le Conseil à ce temps-là, mais les argents sont réservés. Oui. Je crois que c'est important de clarifier ça du fait que pour faire sûr qu'il y a encore en communication avec le Conseil. Si il n'y a pas d'autres discussions, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Quand motion adoptée. 11.6, tournoi de golf de Béliveau Motors. Chaque année, il y a le Béliveau Motors pour un prélèvement de fonds pour essentiellement le centre médical. C'est le seul tournoi de golf que le Conseil ou la municipalité paye pour que le Conseil joue dedans, parce qu'essentiellement, c'est un prélèvement de fonds qui sauve l'argent aux résidents et aux taxpayers. En disant ça prend 5 membres de la municipalité qui veut prendre part dans le tournoi de golf. Je ne sais pas ce qui s'intéresse. Oublie la date exacte, là, je n'ai pas le papier. Le 29 juillet. 29 juillet. Robert? Peut-être une suggestion. Moi, je suis déjà 5 autres équipes. Mais peut-être que je pourrais suggérer que s'il y a 5 conseils qui s'intéressent, qu'ils jouent, puis s'il pas, qu'on demande au personnel de... peut-être pour quelqu'un qui s'intéresse, contacte Talent, puis si je ne peux pas trouver 5, là, on l'ouvrira au personnel. Oui. 11.7, appel pour des applications fonds de l'eau potable et le traitement des eaux usées. Ça, c'est un des programmes d'infrastructure que j'ai mentionné plus tôt dans mon rapport. C'est un programme de 2 millions de dollars qui vise les eaux d'égout et les eaux potables. Le programme a été lancé au moins on était avisé avec les autres municipalités du lancement du programme le 10 de juin. Puis la date limite pour soumettre une demande complète, c'est le 22 juin à minuit. Le 27 juin à minuit, lundi prochain. Le formulaire est assez long à remplir,
Mais le programme, c'est un programme intéressant dans le sens que pour les projets qu'on décide de soumettre, le gouvernement fédéral est prêt à contribuer 50%, la province 25%, et l'autre 25%, ce sera de la municipalité. Alors essentiellement, on parle des pièces de 25 cents. Un des critères pour le programme, c'est qu'on ait une motion de la part du Conseil qui énumère les priorités en termes d'eau potable et pour la municipalité. Et c'est pas nécessairement qu'on va toutes les adresser, mais il veut juste voir que le projet qu'on est en train de proposer, que le Conseil l'a identifié comme étant prioritaire pour la municipalité. Alors, je pense que vous avez devant vous autres une motion qu'on a rédigée ici, en consultation avec Jody, qui s'occupe de notre infrastructure quand ça vient aux égouts. Lui, pour ce qui est prioritaire d'après lui, c'est la mise à jour de l'usine de traitement des eaux usées à la pointe de l'église sur le campus de Sainte-Anne, que vraiment c'est à la municipalité. C'est quelque chose qu'on est obligé de faire d'après les nouveaux règlements de la province. C'est quelque chose qu'on doit avoir en place avant la fin de l'année 2017. Alors ça, c'est un projet qu'on juge prioritaire et qu'on sait qu'on est obligé de faire. Le deuxième, c'est la mise à jour des panneaux électriques pour 3 stations de pompage dans la région de Metighan. Il y en a 3. Les 3 ont environ 40 ans de vieilles. Et ils fonctionnent encore, on sait que c'est juste une question de temps qu'ils vont être obligés de les remplacer. Et la troisième priorité pour votre considération, c'est l'installation d'une unité pour couvrir le clarificateur à l'usine de traitement des eaux usées à Metighan. On en a présentement un à Church Point, et c'est quelque chose qu'on juge qui serait important à Metighan également. Alors, ça, c'est les 3 projets qu'on juge comme étant prioritaires. D'après les critères du programme, on peut soumettre un projet ou on peut soumettre 2 ou même 3 projets. C'est à notre discrétion. On peut les jumeler ou on peut aller juste avec... on peut juste en soumettre un. C'est d'après qu'est-ce que le Conseil juge prioritaire et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse. Au niveau des prix, à cause que c'est vraiment, comme je dis, l'échéancier qu'on a été donné est très court. On est en train d'essayer d'engager notre ingénieur. On est en train de faire des recherches nous autres-mêmes. Ce n'est pas nécessairement des projets compliqués. Alors, pour le premier, on estime que ça va être un projet d'environ 100 000 $. Pour le numéro 2, pour les panneaux électriques, puis ici, on parle juste des panneaux électriques. On ne parle pas de tous les pompes et tout ça. C'est juste le panneau même. On estime pour l'achat et l'installation, c'est environ 60 000 $ par panneau, basé sur des panneaux qu'on a déjà remplacés. Et la troisième priorité, l'installation d'une unité pour couvrir le clarificateur. Ça, on n'est pas certain encore du prix. On est en train de chercher quelque chose. On a essayé celle-là à la pointe, on a essayé de déterminer qui l'a fabriqué. Pour voir si c'est quelque chose qu'on peut encore acheter au jour aujourd'hui. On est également en train de regarder voir si c'est quelque chose qu'on peut fabriquer nous autres-mêmes. Mais c'est ce qu'on vous recommande au niveau des 3 priorités pour ce secteur-là. Mais pour nous permettre à nous autres d'aller de l'avant avec notre demande à travers la province, on a besoin d'une motion du Conseil qui confirme que ceci c'est prioritaire. Si tu peux me corriger si je suis pas correct, mais on a la deadline du 27, mais ça c'est phase 1 des programmes d'infrastructure, que c'est pour des améliorations, que la première fois que tu peux... Nous coutumes dans le passé des programmes d'infrastructure, c'était pour des nouvelles, là. Tu ne peux pas faire du maintenance. Ça c'est phase 1, lorsque tu peux appliquer pour... Tu sais venir back tes infrastructures à un niveau acceptable. Phase 2, va pas avoir ceci, ça va rien pour des nouvelles. So, en disant ça, si je suis correct, essentiellement, c'est une opportunité pour nous autres
qui c'est d'amener nos infrastructures en meilleur ordre sur 25 cents sur la pièce, que dans le passé, avions jamais eu accès à un programme comme ça. Robert? 100% d'accord, je crois que c'est une bonne idée. Je crois que si on ne peut pas tout le faire, peut-être c'est la troisième. Pour cette raison-là, qu'on pourrait laisser tomber, parce que ça, c'est un nouveau programme qu'on pourrait donner. Exactement. Puis la deuxième, juste pour clarifier aussi, si je ne l'ai pas dérodé, c'est que les panneaux, ils marchent à l'heure actuelle. Mais en parlant avec Jody, on sait que, il y a 40 ans, on sait que ça va arriver à un moment donné. Si c'est pas maintenant, c'est peut-être l'année prochaine, c'est peut-être 2 ans d'asteur. Mais il va falloir se pencher sur ce sujet-là à un moment donné. C'est peut-être pas maintenant, mais au moins on l'a mis pour qu'au moins que le Conseil soit au courant que c'est quelque chose qui s'en vient. Alors, ça peut être un programme de 500 000 piastres. Si on va avec le premier, on estime que ça va être environ 100 000, mais on peut bâtir une contingency là-dedans et tout. Pour les panneaux, on estime 60 000 par panneau, et ça, on est pas mal confiant dans ce montant-là. Parce qu'on sait qu'il y en a 3, c'est 180 000, un autre 120 000 pour l'upgrade, la mise à jour à la pointe de l'église. So, un 300 000, qui veut dire notre contribution sera 75 000. Si qu'on le fait pas maintenant, il faudra le faire, puis que ça va coûter 300 000. C'est une bonne idée. Je veux dire, le programme n'a pas beaucoup de temps à décider non plus. Le personnel est déjà en train de travailler sur mettre la demande en place. Jody en fait de parler à des fournisseurs, mettre des nombres ensemble. Notre directrice du développement communautaire est en train d'aider à mettre la demande ensemble. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de faire. Parce qu'il nous donne pas beaucoup de temps. Ça, c'est de ça. Je me sens qu'il y a un consensus d'aller avec les 2 premiers, si je suis correct. Ça, c'est quelqu'un veut faire une motion avec nombre 1 et nombre 2. On peut faire la motion pour les 3, puis si l'argent est là, ils sont approuvés les 3. On peut, oui. C'est quelque chose qu'on peut faire. Si vous voulez aller de l'avant avec la troisième. Ou même, on peut faire la motion telle qu'écrite, puis quand même seulement aller avec programme 1 et 2. En gardant le troisième là, ça nous laisse la porte ouverte si vraiment qu'on veut l'explorer plus tard. On a la motion qui est... Moi, ça OK, je propose que la municipalité du district de Clare identifie les programmes suivants pour les infrastructures, pour l'eau potable et les eaux usées comme programme prioritaire à être complété avant la fin de l'année fiscale 2017-2018, sous réserve des fonds disponibles, et que ces programmes soient priorisés selon l'ordre suivant. Le premier, mise à jour de l'usine de traitement des eaux usées à Pointe de l'Église, avec l'installation d'unités UV et la construction d'un bâtiment pour abriter une telle unité. Numéro 2, c'est mise à jour des panneaux électriques aux 3 stations de pompage dans la région de Metegan dans l'ordre de priorité. Station à la sortie 101, station au quai de Metegan et station à l'anse des Hirondelles. En troisième, c'est l'installation d'une unité pour couvrir le clarificateur à l'usine de traitement des eaux usées. Quelqu'un qui a pris ça, appuyé par Richard, y de la discussion sur la motion? Sinon, tout ça en faveur indique en disant oui. Oui. Quand? Motion adoptée. 11.8. Motion pour entrer dans un contrat e-voting pour les élections municipales 2016. À la dernière rencontre du Conseil, notre directrice du développement communautaire a fait un survol du contrat qui est proposé par notre fournisseur Cytel pour l'electronic voting. On a fait l'évaluation du contrat et basé sur les prix qu'ils nous offrent cette année, c'est moins cher que ce qui nous était offert lors de la dernière élection. On a reçu le contrat de Cytel, encore une fois, on le lit, on a fait l'évaluation et c'est bel et bien ce qu'ils nous ont dit qu'il y a à faire. Alors, ce qu'on vous propose ici à soir, c'est d'accepter le contrat et on cherche une motion du Conseil pour nous permettre d'aller de l'avant avec Cytel comme notre fournisseur
pour l'élection de 2016. Quelqu'un qui va en faire la motion? Lester? Je propose que la municipalité de Clare accepte la soumission de Citel Canada Inc. pour fournir le service e-voting pour l'élection municipale du conseil de la municipalité du district de Clare au coût de 2 pièces et 30 cents par bulletin de vote. Quelqu'un? Prié par Danny, nous de la discussion. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 13 sessions à huis clos. Avant à Lyon à huis clos, j'aimerais de dire bonsoir à tous ceux qui sont sur les ondes. Et pour, comme nous coutume, nous avons 5 items à huis clos qu'allons discuter. 12.1, Centre de santé de Clare. 12.2, Chemin de la Pointe-à-Major. 12.3, usine de DIHA. Marquez sur mes lunettes, là, vous m'excusez, c'est l'image. DIHA, les wash pour moi. De boue. 12.4 personnel et 12.5 la bylaw number 9. So, en disant ça, c'est les 16 items qu'on discute avec là. So, tous les rangs, bonsoir. Ça prendra une motion pour aller avec là. La motion. Proposé par Neil, appuyé par Lester. Tous en faveur, indiquant disant oui. Oui. Contre, motion adoptée. Bonsoir.